Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, alors bonjour à tous. Je crois que c'est parti. Donc, l'enregistrement est bon. Alors, je vais me présenter déjà pour ceux qui ne me connaissent pas peut-être dans l'entrée de cette conférence, et puis je laisserai la place à Christian et on va alterner un petit peu la présentation sur cette conférence s'envoyant des regards. Alors, on peut pas là, mais on va quand même essayer de faire la chose comme si on le faisait en présentiel et vous nous direz votre ressenti. Donc, moi, je suis infirmière de formation, naturopathe et conseillère agréée en fleurs de bac, ce qui est quand même intéressant sur cette conférence parce que je vais exclusivement ne pas parler de naturopathie là, mais fleurs de bac. Donc voilà, et je laisse la parole à Christian pour qu'il se présente et ensuite je vous parlerai un petit peu du déroulement de la conférence. À toi. Oui, oui, bonjour Christiane Bell. Alors moi je suis praticien en hypnose depuis une trentaine d'années. Je suis sophrologue et formateur également en hypnose. Voilà, à toi Chantal. Voilà. Donc, alors, le déroulement. Je vais donc vous mettre le diaporama que vous devez visionner correctement maintenant. Donc, on va parler avec le programme qui s'affiche devant vos yeux, j'espère bien, définition d'une hypnose et ce que sont les fleurs de bac en gros, comment fonctionnent les fleurs de bac, comment fonctionne l'hypnose. On fera un petit aperçu d'une idée de séance en fleurs de bac et d'une idée d'hypnose au regard des vies antérieures, parce qu'on est là aujourd'hui pour parler quand même un peu des vies antérieures et de la relation avec l'hypnose et les fleurs de bac, pourquoi travailler avec ces deux méthodes, et une conclusion. Alors, je vous invite à me mettre une petite réponse là par chat pour le déroulement de la conférence. Il va y avoir plusieurs thèmes dans cette conférence et plusieurs parties, on va dire. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'organisationnel de me poser vos questions, de nous poser, pardon, vos questions-réponses après chaque grande partie, c'est-à-dire les fleurs de bac, les chakras et les corps, les différents corps dont on va parler. J'arrêterai un petit peu à ce moment-là et on essaye de répondre au fur et à mesure. Si ça vous va comme ça, donnez-moi votre avis. Sinon, toutes les questions-réponses en fin de conférence, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué en fin de conférence. Donc, j'attends un petit peu vos regards par le chat. Je vais regarder ce que vous me dites. Oui, ok, très bien. C'est très bien comme ça. Parfait. Donc, on va essayer d'avancer. Alors, définition. Moi, je vais commencer par les fleurs de Bach. Donc, le docteur Bach, c'est un médecin qui est né en 1886, mort en 1936, et qui était donc un médecin anglais renommé, homéopathe, bactériologiste, immunologiste et chirurgien renommé. Il a découvert ces 38 fleurs. Alors, on va passer assez vite les fleurs de bac, je ne peux pas tout faire dessus, mais il y aura 7-8 diapos dessus. Et là aussi, vous aurez plus d'explications vendredi si vous revenez à l'autre conférence. Hein. Donc, ce système se compose de 38 fleurs ou élixirs floraux, c'est encore le nom qu'on leur donne. Une fleur égale une émotion. Et ce cher Dr Bach a donné une idée de ce qu'étaient les émotions avec 3 mots dont il faut retenir quand même chez lui, simplicité, humilité, compassion. Il travaille avec la règle des 3 C, c'est ce qui est très important pour moi en tant que naturopathe et infirmière et ce qui m'a amené à travailler avec cette méthode parce qu'il considère l'être humain dans sa globalité, cœur, cerveau, corps. Donc, de nos jours, on est tous persuadés que les émotions ont un point de départ, souvent d'une pathologie. Vous avez peut-être malheureusement ou été témoin qu'une maladie se développe quelquefois après l'annonce on subit un deuil et puis quelquefois, un an après, on développe un cancer. Voilà. Ça peut être cette explication-là que les émotions ont un énorme impact sur notre pathologie et sur notre organisme. Donc, équilibrer ses émotions, ça paraît évident que ça contribue à une bonne santé, ça rééquilibre notre système dans son ensemble. Donc, il existe aujourd'hui le Centre Bach qui est né sous l'impulsion des amis du Dr Bach. C'est une association qui a été créée en 77 et Nora Wicks est sa principale collaboratrice. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet et toute cette histoire. Donc, je vais passer assez vite là-dessus aujourd'hui. Chaque fleur est rattachée à une émotion. Donc, les fleurs de Bach ne visent pas à soigner une maladie.
On ne va pas aller vous soigner un diabète ou une hypertension avec une fleur de bac, mais on va soigner ce que l'équilibre émotionnel négatif engendre dans cette pathologie. Et de par ce traitement des émotions, on va arriver vers une bonne santé physique, vers une meilleure santé physique. On associe chaque fleur à une émotion. Et lui, il a fait beaucoup d'études biochimiques, mais aussi sur le comportement de chaque fleur et sur l'observation de chaque plante pour pouvoir les définir. Et il en a conclu qu'avec ces 38 fleurs découvertes, il a couvert le spectre émotionnel complet d'une personne, c'est-à-dire toutes les émotions que peuvent ressentir les personnes. Alors, je jette un petit coup d'œil. Des questions-réponses par thématique, c'est mieux. Oui, merci. Donc, je jette un petit coup d'œil en même temps, vous m'excuserez, au chat, juste pour ne pas passer à côté de quelque chose. Donc, la fabrication, il y a 2 méthodes de fabrication pour les fleurs de bac dont il faut avoir connaissance. Elles sont déjà récoltées normalement à la main et sont soumises à 2 modes d'extraction, soit la solarisation, soit l'ébullition. Alors, quand vous achetez des fleurs de bac, si ce ne sont pas les flacons que vous voyez là à côté en photo, qui sont vraiment marqués bac et qui ont des couleurs bien spécifiques, si ça vous intéresse, en fin de conférence, là aussi, je vous donnerai des références pour ne pas acheter n'importe quoi comme fleurs de bac sur Internet. Il faut que ces fleurs soient fabriquées vraiment de cette façon-là, avec une solarisation et une ébullition pour certaines, un mélange une fois filtré avec du brandy pour la conservation, et l'embouteillement est toujours fait à ce jour dans une pharmacie londonienne, mais il y en a d'autres. Maintenant, il y a d'autres laboratoires qui se sont appropriés cette méthode et qui la font de façon très correcte. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, les fleurs ne se substituent pas à la consultation médicale. Je vais juste vous donner quelques généralités. Elles complètent un traitement allopathique ou autre, donc on peut aller voir un médecin, avoir un traitement et avoir une complémentarité avec des fleurs de bac. Elles ne traitent pas la pathologie, mais la personne. Donc, elles permettent parfois de faire disparaître ou diminuer la pathologie, c'est ce que je disais quand l'émotion est traitée. Elles peuvent permettre de traverser des périodes difficiles, le deuil, le divorce, le déprime, un accident, un déménagement. Et elles permettent de potentialiser souvent des traits de personnalité inconfortables. Par exemple, une personne timide qui doit passer un entretien d'embauche ou aller passer son permis et qui est complètement tétanisée en pensant à ça, les fleurs vont l'aider. Peuvent être utilisées par tous les êtres vivants. Donc ça, c'est important de savoir qu'on peut en donner aux animaux, à ces plantes, aux enfants, sans aucun souci. Alors bien sûr, enfants et femmes enceintes, je précise, on peut les fabriquer, enfin les préparer sans alcool. Donc, il n'y a pas cet inconvénient. Les fleurs permettent de ne plus se souvenir du négatif. Donc, ça, c'est sain pour le corps et l'esprit. Quand on se dit qu'on n'a plus le négatif dans l'esprit, on vit généralement beaucoup mieux. Permettent de réagir différemment devant un problème. Et souvent, elles permettent aussi aux personnes de retrouver le sourire et de se décontracter parce qu'on va être dans une prise en charge différente. On a plus conscience de ce qui se passe. On a une meilleure réaction. Alors, très souvent, je les emploie également dans des consultations naturopathiques pour accompagner les gens qui sont avec des cancers ou avec des maladies graves. Et ils ont une meilleure réaction au traitement en cours parce qu'ils le vivent mieux mentalement et émotionnellement parlant. Et les fleurs travaillent comme un effet pelure-d'oignon. Donc, très souvent, on débute par ce qui est apparent en consultation, on écoute la personne. Il y a un état qui va se résoudre et qui va en faire apparaître un autre. Et petit à petit, c'est pour ça qu'on dit qu'on enlève couche après couche. Et la personne, on la revoit et on choisit des fleurs en fonction. Et en tant que conseillère agréée, on fait donc des flacons qui vont lui permettre un meilleur chemin vers elle-même. Elles ne contiennent pas de substances chimiques, elles n'ont pas d'effet pharmaceutique direct. Elles ont un effet vibratoire. Et on va voir que l'énergie que ça développe en vous et les effets vibratoires vont résonner, bien sûr, avec ce qu'on va vous dire sur les vies antérieures. Les fleurs ont un temps de réaction spécifique pour chacun plus ou moins long. Et puis, mal utilisées, elles n'ont pas d'effet nocif. Si on ne donne pas la bonne fleur, il n'y aura peut-être pas de réaction. Alors, il faut, là aussi, souvent les gens m'appellent, ils disent, bon, j'ai pas les réactions, j'ai rien. Peut-être qu'ils ont mal pris les fleurs aussi. Il faut changer de dosage. Peut-être ils ne les prennent pas assez régulièrement. Parce que comme ça a un effet vibratoire, la bonne prise régulière des fleurs est importante. Donc, c'est 4 fois, normalement, 2 gouttes du mélange, quand une conseillère ou un conseiller vous fait un mélange, ou de chaque fleur en individuel. Les fleurs permettent un changement qui, quelquefois, n'est pas perçu par la personne elle-même, mais par son entourage, et non attribué aux fleurs. Donc, voilà un petit peu des généralités sur les fleurs de bac
qu'on développera dans d'autres conférences. Et puis, si vous avez des questions à poser à la fin, on pourra y revenir. Donc, je vous ai parlé de ces 8 groupes qu'il a définis parce que ça va résonner dans la suite de la conférence avec vraiment, dans ces 7 groupes de sentiments, il a défini la peur, l'incertitude, le désintérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, l'abattement et le désespoir, et le souci excessif pour le bien-être d'autrui. Et dans ces groupes de fleurs, il a donc inclus certaines fleurs qui correspondent à ces sentiments et à cette émotion. Et nous, en tant que conseillère agréée, on connaît bien ces groupes, on connaît bien les fleurs qui vont dedans, et on peut donc vous les définir en consultation et vous faire des mélanges personnalisés. Mais surtout, je vous ai mis ces 7 groupes, ces 7 groupes, oui, pardon, pour qu'après, vous ayez une notion avec les chakras dont on va parler. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des questions sur les fleurs de bac ou sur ce qu'on vient de dire? Je jette un coup d'œil sur les… Vous serait-il possible de nous transmettre les sites sur lesquels nous pourrions trouver les vraies fleurs de bac, s'il vous plaît, car je ne pourrais peut-être pas être présente jusqu'à la fin. Oui, Kat, alors sans problème, ce que je vous conseille de faire, c'est de donner votre mail à Émilie, comme on en a parlé un petit peu en début de conférence. Et par mail, elle me transmettra tout et avec vos questions et je vous renverrai ce que vous demandez. Hein. Donc, ça serait bien de faire un petit mail à Émilie et de lui demander de lui reposer cette question parce que je ne peux pas répondre en individuel là, sinon on va perdre trop de temps et on ne va pas arriver à la fin de la conférence. Hein. Voilà. Est-ce que ça vous satisfait? Répondez-moi comme ça et je vois ce que ça donne. Voilà. Donc, j'attends si vous voulez me donner une réponse. Sinon, on continue et ça va être Christian qui va vous parler de l'hypnose, de la définition. Alors bon, il y a beaucoup de définitions d'hypnose, mais l'hypnose est un état de relaxation profonde, donc entraînant un état de conscience modifié provoqué par des stimuli verbaux et ou sensoriels et induit par une tierce personne, donc l'hypnotiseur. Donc état de conscience modifié. Après, nous ne sommes pas tous réceptifs à l'hypnose de la même façon. 10% des gens sont très très sensibles à l'hypnose. Pourquoi? Parce que la partie antérieure du corps calleux, les faisceaux de fibres qui relient les 2 hémisphères sont plus développés. Donc ces personnes-là rentrent tout naturellement, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus profondément en état d'hypnose. Ce sont ces gens qui sont choisis notamment dans les spectacles d'hypnose. Voilà. Hein, donc après, en état d'hypnose, les vibrations du cerveau changent. On est d'abord dans les ondes bêta, 21 vibrations secondes, quand nous sommes réveillés. Et après, dès qu'on rentre en état d'hypnose, on rentre dans les ondes alpha, 14 vibrations secondes. Alors cet état suffit déjà pour vivre des vies antérieures et l'entre-deux-vies. Après, donc, on va rentrer dans les ondes θ, 7 vibrations secondes. 5e degré de l'échelle de Davis-Hillsband. Je vais vous en parler un petit peu après. Et après, exceptionnellement, on peut rentrer dans les ondes delta, 0,25 vibrations secondes. Sachant que là, il n'y a que 20% des personnes qui peuvent rentrer dans cet état. L'échelle de Davis-Hillsband, il y a des repères. C'est-à-dire qu'on va de 0 à 30, là on va laisser tomber les chiffres, mais il y a 7 repères. D'abord, il y a la zone hypnoïde, c'est quand on est légèrement détendu. Et après, donc, le deuxième repère, c'est les ondes alpha. On rentre dans les ondes alpha. Et le premier degré des ondes alpha, donc, c'est la catalepsie oculaire. Donc, les paupières se ferment, se collent et on ne peut plus les ouvrir jusqu'à ce que l'hypnotiseur dit à nouveau de pouvoir les ouvrir. Alors, le deuxième degré, vous le connaissez, vous avez déjà vu ça dans les spectacles, c'est quand on la rigidité musculaire. Alors, on prend 2 tréteaux, on met une personne en état d'hypnose, on rigidifie le corps, on peut même lui mettre un parpaing sur le ventre, casser avec une masse, la personne ne bouge pas, ne sent rien. Donc ça, c'est le deuxième degré de l'échelle de Davis-Hillsband. Après, le 3e degré, il est très, très intéressant parce que c'est l'analgésie. L'analgésie, je sens encore le toucher, mais je ne sens plus la douleur. Et donc, on s'en sert souvent, moi je m'en sers souvent en état d'auto-hypnose pour pouvoir travailler également sur les douleurs, pour l'atténuation des douleurs.
Le quatrième niveau, c'est l'amnésie, vous avez déjà tous vu, hein, la personne oublie son prénom ou par exemple oublie un mot. Voilà. Après, donc le cinquième niveau, là, on va rentrer dans les ondes θ, hypnose plus profonde, où là, en fin de compte, c'est les hallucinations positives. On peut faire imaginer à une personne, par exemple, une horloge. Elle va vous dire l'heure en disant, moi, je vois la petite aiguille sur le 4 et la grande sur le 12, donc 4 heures. Et après, le sixième niveau, c'est les hallucinations négatives où on peut faire, par exemple, je tiens un verre à la main, mais je peux faire imaginer à la personne qu'elle ne voit plus le verre. Alors, ces repères sont intéressants. Ben, moi, je m'en sers souvent, c'est surtout pour l'analgésie au niveau du degré 3. Voilà. Alors, au niveau de l'hypnose, il y a VACOG. C'est qui VACOG? Alors, VACOG, ce sont nos 5 sens: visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. On a un sens qui est toujours plus développé que les autres, 55%. Un deuxième sens qui intervient à 33%. Et après, on a 3 sens qui sont à 4%. Donc, le contact avec l'autre passe par nos 5 sens. Donc, il est donc possible de faciliter le contact en détectant rapidement son canal principal. Alors, soit par ses propos, je vois bien ce que vous voulez me dire, là c'est un visuel, j'entends bien ce que vous me dites, là c'est un auditif. Mais également par sa gestuelle, pour les 3 premiers. Par exemple, quand on demande à un visuel un souvenir du passé, il va regarder, son regard va se porter en haut à gauche. Quand on pose la même question à un auditif, son regard va se porter sur le côté, à gauche également. Et si on demande la même question, on pose la même question à un kinesthésique, son regard va se porter en bas à droite. Donc, quelquefois, vous pouvez vous amuser avec des amis pour voir s'ils sont plutôt auditifs, kinesthésiques ou visuels. Après, les deux autres, alors, ce que je veux dire aussi, l'inconscient donc a tout enregistré ce que nous avons fait dans notre vie. Et l'association des perceptions de nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, et ce qui est emmagasiné dans notre inconscient détermine nos pensées et notre mode de communication. Voilà, donc par exemple le visuel, il sera plus sensible aux images. Alors beaucoup de personnes sont quand même visuelles, mais c'est vrai que quand on fait une séance d'hypnose et qu'une personne ne voit rien, ça arrive de temps en temps, et ben il faut travailler avec son autre canal qui peut être par exemple le kinesthésique. Voilà, c'est un peu plus compliqué au départ, mais par exemple moi j'ai fait des régressions dans la vie antérieure où la personne ne se voyait pas, mais ressentait. Par exemple, une fois j'ai une personne qui se sentait écrasée par quelque chose, et en fin de compte on se sentait en travaillant, en investiguant un peu plus dans la séance, on a vu que c'était un corps qui l'écrasait. Voilà. Donc, ça devait être pendant la guerre. Enfin, il y avait. Donc, une personne qui est auditive va plus entendre, va s'attacher beaucoup plus au bruit. Donc, un kinesthésique plutôt ressenti, au toucher. Quant à l'olfactif, donc c'est plutôt les odeurs. Et le gustatif, eh ben, c'est ce qui mange. Après, ça, ce sont quand même 2 sens souvent qui sont secondaires. Hein. Les trois premiers sont quand même des sens principaux. Merci, Christian. Donc, je continue. Alors, on va donc attaquer le sujet du jour un petit peu en vous ayant donné quelques indices avant. Fleurs de Bach, hypnose et vie antérieure, pourquoi, comment. Donc, pourquoi les fleurs de Bach et les vies antérieures? On va remonter d'abord à ce qu'on appelle les chakras. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler dans les gens qui sont ici. Les fleurs de Bach facilitent la guérison des blessures émotionnelles qui sont provoquées par le mauvais fonctionnement des chakras ou par un chakra bloqué. Donc, voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé de ces 7 groupes définis par le docteur Bach et vous voyez le relationnel avec les fleurs de Bach. Chakra couronne, c'est le groupe de la solitude. Chakra du 3e œil, le manque d'intérêt pour le présent. Le chakra de la gorge, le souci excessif d'autrui. Le chakra du cœur, l'hypersensibilité. Chakra du plexus solaire, l'incertitude. Le chakra sacré, les peurs. Le chakra racine, le désespoir. Et on pourrait là aussi aller beaucoup plus loin. On l'a fait dans d'autres conférences, mais c'est pas le but aujourd'hui d'associer aux couleurs et de voir aussi avec les couleurs et les vibrations des chants où est-ce qu'on peut aller. Mais voilà, il y a plein de choses à faire.
Le chakra, je vous redonne juste une petite définition, c'est un mot sanskrit qui signifie roue ou disque. Il vient de l'Inde, hein, pas du Japon. C'est des vortex, en fait, des centres énergétiques vitaux. Dans le monde occidental, on reconnaît 7 chakras majeurs qui suivent la colonne vertébrale et sont reliés au système des glandes endocrines. Donc, c'est notre système, ça fait partie de la régulation de notre système énergétique. Les chakras aussi gouvernent nos émotions et c'est à ce niveau-là que nous, on va travailler bien sûr avec les fleurs de Bach. Donc, quand un chakra est équilibré, il donne de belles émotions, mais quand il est en crise, en émotion, les émotions sont toutes chamboulées. Donc, il y a des techniques pour les rééquilibrer. Entre autres, les fleurs en font partie. Une fleur, on peut dire non, une pour accepter, une pour nos peurs identifiées. Donc, elles sont géniales, les fleurs, quoi, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de rééquilibrer, d'aider, du moins, à rééquilibrer les chakras. Et on va voir avec les chakras ce qui marche aussi avec. Le corps causal, entre autres. Donc, Christian, par la suite, va beaucoup plus vous parler des corps, mais le corps causal, il est très important. Moi, je vous laisse juste lire la définition. C'est Christian qui vous en parlera plus parce qu'il connaît plus que moi. Mais il met en tout un tas de forces disponibles dans l'incarnation et dans la relation aux vies antérieures. Donc, c'est à ce niveau-là que l'hypnose va agir. Les fleurs de Bach vont plus agir par le biais de l'âme, parce que le docteur Bach disait tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. Donc en fait, ce médecin, déjà anglais et homéopathe, parlait bien de l'âme et du corps et de l'esprit, donc des 3 choses qui sont en harmonie et qui doivent être en relation pour que tout fonctionne bien. Et l'âme s'élèverait, il représente la 5e couche, le corps causal de l'aura, et serait associé au chakra laryngé. Donc tout est lié, hein, les chakras, les corps, les fleurs de Bach et l'hypnose. À toi, Christian, pour nous présenter les différents corps. Oui, donc en 1, le corps physique, en 2, le corps éthérique, en 3, le corps astral, le corps mental, en 4, le 5, le corps causal, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Alors le 6, c'est le corps atmique ou bouddhique, ou christique, et le 7, le corps divin ou atome divin. Tu vas le dérouler, je pense, Chantal? Oui. Oui. Le corps physique. On va passer assez vite hein, sur ces corps-là parce qu'on veut plus vous expliquer le problème, enfin l'interaction avec les vies antérieures. On va rapidement. Hein. Donc oui. Le corps physique, c'est le réceptacle de tous les autres corps. Il est celui dont les vibrations sont les plus denses. Ce n'est pas un corps subtil car ses vibrations sont les plus basses et de ce fait, il est visible à l'œil nu. Alors le corps éthérique ou corps vital, ou double éthérique, c'est le premier corps subtil, celui qui est localisé au plus proche du corps physique en suivant son contour et fait le lien entre ce dernier et tous les autres corps, qui sont, eux, beaucoup plus subtils, vibrations plus hautes, donc moins denses. Plus il sera épais et plus sa protection sera efficace en lien avec les défenses immunitaires. Il y a aussi dans le temps Camille Flammarion qui s'amusait aussi avec l'effet Kyrian à pouvoir détecter dans la pénombre le corps éthérique. Alors le corps astral, je vais vous en parler un petit peu parce que moi, c'est les 2 corps c'est celui-ci, le corps astral ou émotionnel, sur lequel les fleurs de Bach ont un intérêt parce qu'ils traitent et ils stockent nos désirs, nos émotions, nos ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc c'est très important parce qu'on a dit tout à l'heure que les fleurs de Bach transformaient une émotion négative en émotion positive. Donc, on va avoir une action avec les fleurs de Bach sur ce corps astral et émotionnel. Donc, notre attitude quotidienne va charger positivement ou négativement ce corps, qui ne fait qu'amasser, accumuler, amonceler jour après jour nos émotions. Et donc, l'intérêt des fleurs de Bach ici est très, très important parce qu'elles agissent sur cet émotionnel, autant que sur le corps mental. Donc, moi, il y a plutôt 2 corps, l'astral et le mental, sur lequel les fleurs de Bach vont agir. Et Christian va plus travailler sur le corps causal. Donc, vous voyez cette complémentarité. Donc, il est plus petit, le corps émotionnel, le corps mental, il va diriger notre raisonnement. Donc, on réfléchit, on calcule, on examine,
les solutions sont mémorisées sous forme de leçons apprises. Et puis voilà, il est très facile de comprendre que notre mental est très largement influencé dans notre raisonnement par les émotions. Quand on est bien, ben, on va avoir une vision de la vie plutôt positive, et quand on n'est pas bien, ce corps-là, avec les sentiments de non-joie, de non-empathie, de la colère, va être complètement un peu tordu. D'où l'importance là aussi des fleurs de bac pour faciliter ce raisonnement et cette prise de décision. Et pour toi, le corps causal. Voilà, donc le corps causal, il s'agit d'une super mémoire dite intemporelle, c'est-à-dire au-delà de notre temps, au-delà de la vie présente. Donc elle a pour rôle d'enregistrer toutes les expériences vécues qui ont marqué notre vie et celles d'avant, surtout celles qui ont des conséquences karmiques d'incarnation en incarnation. Ainsi, ce corps fait le lien entre les expériences antérieures vécues et celles qui restent à vivre. Il est donc à l'origine des synchronicités qui jalonnent notre vie, rencontres, événements fortuits sensés, nous indiquer notre chemin vers une évolution spirituelle et qui sont propres à chacun de nous. C'est à ce niveau que l'hypnose agit souvent reliée aux annales akashiques. Alors, il reste 2 autres corps que je vous laisse lire un petit peu. On vous les a quand même définis un tout petit peu, mais on travaillera moins avec les fleurs de bac et l'hypnose sur ces 2 corps-là, hein. Le plan de conscience parfait, appelé plan mental, c'est au-delà du mental. Donc, c'est très difficile et pas accessible à tous. Et le corps divin ou atome divin, c'est vraiment l'étincelle de référence à la source divine. Là aussi, on peut parler de Dieu ou d'autres croyances. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans tous ces détails-là parce que on ne pourra pas terminer la conférence. Alors, à toi pour l'hypnose spirituelle et les vies antérieures. Oui, j'avais parlé un peu encore des annales akashiques, je voudrais quand même en parler. Donc les annales akashiques qui retracent notre parcours spirituel de vie. Donc il n'existe aucun frein pour consulter son propre dossier akashique. On a chacun un dossier akashique. Il n'y a aucun frein, il faut juste demander l'accord aux gardiens des annales. Donc ce sont des êtres supérieurs qui sont chargés de fonctionner au bon fonctionnement. Voilà. Et donc, ils nous empêchent quelquefois d'avoir accès à d'autres dossiers si on n'a pas demandé l'accord. Alors, on a ainsi accès à notre mission de vie, voilà. Mais on ne va pas tout savoir. On va pouvoir y avoir accès pour ce qui va nous faire évoluer. J'ai une question, Christian, sur les corps akashiques. Comment s'écrit akashique? Alors, akashique, ça s'écrit A-K-A-S-H-I-K-E-U-S. Voilà. Alors, l'akasha, c'est comme une bibliothèque universelle, hein, qui est sur un autre plan de conscience. Donc, voilà, l'akasha, c'est par ici, c'est par là, c'est partout. Voilà. Hein. Donc, tout y est enregistré. Alors, moi, je fais aussi de la formation en hypnose, et avec mes élèves, on a fait des expériences où je suis même j'ai envoyé des élèves aller consulter les annales akashiques, toujours avec l'accord des êtres supérieurs, de personnes célèbres. Donc, notamment Nostradamus et encore d'autres personnes. Et c'est très, très fort, c'est très puissant. Ouais. C'est aussi des belles expériences. Je vous invite, si vous êtes à faire une toute petite pause là avant qu'on parte dans l'hypnose spirituelle et vraiment les vies antérieures et l'entre-deux-vies. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut poursuivre? Faites-moi des petits signes dans le chat si tout est OK pour vous. Et sinon, nous poursuivons avec... On peut poursuivre, c'est parfait. J'ai quelques retours. Alors, on y va. À toi, Christian. Et je retrouve moi, mais. Ouais, oui, je t'en prie. Ouais, OK, c'est bon. C'est parfait, merci. EMC, Mag, Fabienne. Si vous avez des questions en ce qui me concerne pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Donc,
Donc l'hypnose spirituelle, donc elle existe depuis de nombreuses décennies dans les pays anglo-saxons. Alors c'est vrai que nous en France, on est quand même en retard là-dessus. Et donc elle a été popularisée par les docteurs Brian Weiss, Michael Newton et ainsi que Dolores Cannon. Donc c'est une technique qui permet à un praticien d'accompagner un sujet à la recherche de vie antérieure encore influente sur notre vie actuelle et de lui faire découvrir également l'entre-deux-vie. Lors de ces deux interventions, c'est la conscience supérieure qui est sollicitée. Voilà, pardon, l'anal akashique, c'est Ouais, peut-être de ma faute. Je pense que donc, j'avais peut-être pas mis tout de suite la bonne oui, diapo. Donc, vous avez à nouveau. c'est ça que je cherchais. Oui. Ouais, Pardon. Alors, excuse-moi, c'est c'est sans doute pas de ma faute. Vous savez, en vidéo, on fait aussi des expériences. D'habitude, on se cale tous les deux, un regard suffit. Là, c'est plus difficile. Alors, excusez-nous. On peut continuer. On va aller passer dans la régression dans les vies antérieures. Alors, y a-t-il une vie après la mort? Donc la réincarnation et le concept de vie antérieure existent depuis des milliers d'années. Depuis toujours, cette question hante l'humanité et continuera de la hanter. Il faut savoir quand même qu'il y a 51% de la population mondiale quand même qui croit à la réincarnation et aux vies antérieures. Alors pourquoi? Par simple curiosité, mais avec néanmoins le désir de grandir et de faire évoluer l'âme vers le sacré. Pour avoir quelques explications sur certaines sensations récurrentes de déjà-vu, certaines attirances pour des pays étrangers, des savoir-faire. Moi, par exemple, j'ai une de mes élèves qui était très attirée par les États-Unis. Et en fin de compte, lors d'une formation donc sur les vies antérieures, je l'ai projetée dans une vie antérieure. Elle s'est retrouvée à Central Park, à peu près 75 ans, 80 ans. Elle était en train de déambuler dans Central Park. Après, par l'hypnose, après, je l'ai emmenée jusqu'à son appartement. Donc, elle a pu décrire l'appartement qu'elle occupait à ce moment-là. Et elle avait un grand sentiment de solitude. Ça lui pesait, là, il y avait beaucoup de solitude, ça lui pesait énormément. Et donc, je l'ai emmenée jusqu'à sa mort. J'aime bien faire revivre les morts, je vais vous dire pourquoi après. Voilà. Et donc, elle s'est vue à son enterrement. Et là, il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde. Il y avait une centaine de personnes à son enterrement. Et ça l'a déjà soulagée, quoi. Et puis, donc c'est lors de formation, donc je ne peux pas non plus m'attarder trop longtemps sur le cas, mais lors d'une autre session, toujours avec la même personne, elle me dit j'aimerais bien quand même voir qui j'étais plus jeune. Et en fin de compte, on s'est rendu compte, elle commence à nous décrire une situation où elle est sur un bateau luxueux, dans une salle de jeu, voilà, et à un moment, elle me dit le bateau penche, mon mari, il y a de l'affolement, donc son mari est parti, il est parti chercher les enfants qui étaient encore dans les cabines, et apparemment, on s'est rendu compte qu'elle avait vécu sur le Titanic et qu'elle était une des rescapées du Titanic. Voilà. Alors depuis, ben, elle a moins ce sentiment de solitude. C'est vrai que quand elle était aussi seule chez elle, elle avait peur et donc elle a plus ces angoisses non plus. Donc ça a permis d'apaiser tout ça. Hein, une régression dans une vie antérieure, c'est pour faire aussi un réel travail d'apaisement, de dépassement également, de compréhension. Donc, c'est donc les explications sur certaines sensations récurrentes de déjà-vu, certaines assurances pour des pays étrangers, des savoir-faire. Alors, savoir-faire aussi, par exemple, une fois, j'ai mis un monsieur sous hypnose et il s'est vu dans cette vie antérieure être menuisier. Donc, il s'est vu travailler le bois. Et il m'a dit, c'est amusant parce qu'en fin de compte, dans cette vie-ci, j'avais un poste de comptable et un jour, j'en ai eu marre. Je travaillais beaucoup quand même le bois, j'aimais ça. Et en fin de compte, il dit, j'ai toujours été doué pour ça. Et donc, un jour, il a quitté son poste de comptable pour s'installer comme menuisier. Mais il avait déjà un savoir-faire d'une vie antérieure. Donc, dans le karma, il y a aussi tout ce qu'on a appris dans les vies antérieures, bien sûr au niveau psychique, spirituel, mais également au niveau travail également. Voilà. Alors, pour traiter des problématiques encore présentes dans cette vie, reliées à une autre vie, alors on a quelquefois encore des douleurs dues à une autre vie. Par exemple, j'ai une dame qui est venue un jour me voir, elle avait toujours mal au bras. Elle me dit, j'ai fait tous les spécialistes de France et de Navarre, et j'ai toujours mal au bras, on n'arrive pas à soigner cette douleur. Je la mets sous hypnose et à un moment, elle crie,
Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a un boulet d'un boulet de canon qui vient de m'arracher le bras. Donc, à partir du moment où on a travaillé là-dessus, on a apaisé ça. Et donc, après, sa douleur est partie. Alors, pour défaire également des sorts, des serments prononcés dans une autre vie, par exemple, tu seras maudit jusqu'à la 5e génération, tu seras à moi bien après la mort. Et ben, souvent, on traîne aussi donc ces sorts, ces serments. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller y travailler. Bon, j'ai une amie qui était spécialiste là-dessus. Bon, depuis, elle est malheureusement décédée, mais elle travaillait exclusivement sur les sorts, les serments. Ça m'arrive aussi de le faire. Et pour développer également des qualités. Donc, pour acquérir une qualité, quelquefois, il faut deux ou trois vies. Hein, donc, compassion, meilleure communication. Voilà. Il y a encore quelque chose? Non. Alors, l'hypnose régressive permet de… Tu as la prochaine diapo. Oui. Alors, l'hypnose régressive donc, permet de mieux comprendre notre mission sur Terre, les apprentissages qu'on est venu faire et ceux aussi qu'on a déjà fait, parce qu'on est quand même venu sur Terre pour déjà développer des qualités. On a déjà développé des qualités, mais il y a aussi des apaisements à faire. Hein, on a aussi eu quelquefois des… Puis on est en relation aussi avec notre famille d'âme. Hein, il y a une famille d'âme qui nous suit, qui vont nous aider. Cette famille va nous aider également dans notre réincarnation. Hein, donc, pour nous faire évoluer, puisque le but de la réincarnation aussi, c'est d'évoluer spirituellement. Je Donc, rajoute juste, excuse-moi Christian, oui. je rajoute juste sur expliquer certains sentiments profonds et trouver la cause de certains problèmes de santé. C'est vraiment très important ça en complémentarité avec les fleurs parce que les gens viennent aussi me voir souvent pour des problèmes de santé et je te les envoie ou inversement, on travaille en complémentarité. Sur des consultations, on va voir comment après en consultation. Mais ce processus d'aller voir ce qui s'est passé avant et de pouvoir l'intégrer et de pouvoir vivre avec dans des conditions meilleures est très important et les fleurs de bac aident à ce processus également. Voilà. C'est juste que je peux passer à la suivante. Voilà. Alors là, c'est pour moi, justement, on va aller travailler un petit peu sur l'entre-deux-vie. L'entre-deux-vie, c'est un travail émotionnel aussi où les peurs arrivent et surviennent. Et c'est surtout au niveau du chakra sacré que ça va se passer avec les fleurs de bac. Alors là, je vous donne deux fleurs qui peuvent être intéressantes, mais c'est des fleurs qui font partie du groupe des peurs. Aspen et Mimulus et Scléranthus. Scléranthus, c'est la fleur de faire des choix. Donc, entre quoi et quoi. Et très souvent, quand on a des peurs, on a des choix à faire. Donc, voilà, c'est juste quelques deux fleurs qui vont aider. Quand Christian travaille sur l'entre-deux-vie, moi, je peux proposer ce genre de fleurs-là. Voilà, à toi pour l'entre-deux-vie. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a à peu près 90% des personnes qui sont capables de revivre des vies antérieures ou des expériences d'entre-deux-vies. Il y a pour 20%, il y a comme un blocage, comme une impossibilité. Alors, est-ce que ce sont les guides qui empêchent, hein, mais donc, tout le monde n'a pas accès, mais 80% des personnes quand même ont accès à ces expériences. Alors, je voulais dire aussi qu'il y a deux façons de revivre des vies antérieures. Je finis sur les vies antérieures. Il y a deux façons de revivre des vies antérieures, soit en spectateur, donc on est spectateur de cette vie antérieure, et soit en acteur, c'est-à-dire que là, on est acteur. Donc par exemple, j'ai une de mes élèves qui a vécu une vie en spectatrice et une vie en actrice. Alors quand c'est quelquefois un peu trop perturbant, qu'il y a des émotions qui sont trop fortes, trop puissantes, hein, puisque quelquefois on peut démarrer une séance, on se retrouve sur un bûcher, ou on se retrouve en pleine guerre, hein, on reçoit une balle, on est blessé à la cuisse par un coup d'épée. Quand c'est quelquefois un peu émotionnellement trop fort et que la personne le vit en tant qu'acteur ou actrice, je la fais ressortir et je la fais vivre l'expérience en tant que spectatrice. C'est un peu moins prégnant pour elle. Voilà. Et juste, je rajoute par rapport à ces séances, si toi tu m'indiques que c'est difficile peut-être à la première séance, moi je travaille avec des fleurs sur les peurs effectivement et sur les angoisses ou sur certaines choses pour préparer une deuxième séance qui sera plus calme et peut-être dans le être spectateur et non pas acteur effectivement.
Oui, après, moi, j'aime bien aussi qu'il soit acteur parce qu'en fin de compte, il Tout à fait. ressent en plus les choses. Mais bon, après, c'est au thérapeute, enfin, c'est au praticien également à gérer, quoi. Voilà. Et donc, à un moment, si c'est vraiment très douloureux, bah, de faire ressortir, quitte à faire revenir après en tant qu'acteur ou actrice. Voilà. Tout à fait. Alors, j'ai une question, Christian. L'entre-deux-vie est décrite dans le film Nos Solars, c'est bien ça. Est-ce que tu connais ce film et est-ce que tu peux répondre? Alors, je ne peux pas répondre parce que je ne le connais pas. D'accord. Donc, Sandrine, je suis désolée, moi non plus. Alors, on fera des recherches, hein, Ouais, ici. première recherche. Christian recherchera et pareil, on lui fera passer les questions et il se documentera et il donnera une réponse après coup. Donc, la régression dans l'entre-deux-vie. Alors, la régression dans l'entre-deux-vie, ça va de l'élévation de l'âme jusqu'à la nouvelle incarnation. Alors, l'entre-deux-vie est le plan où réside notre âme entre les différentes incarnations. C'est ce qui est appelé le bardo dans le livre des morts tibétains. Donc là-bas, il n'existe ni temps ni espace. C'est un lieu de haute fréquence vibratoire. L'âme immortelle survit donc après la mort dans une enveloppe éthérique, dans l'attente de se réincarner sur Terre, mais aussi peut-être sur d'autres planètes. Donc lors de la mort physique, le sujet se voit donc sous une forme vaporeuse qui s'élève doucement vers une grande lumière et peut être accueilli par des membres de la famille, des amis, des guides spirituels, ou comme c'est déjà arrivé avec une personne, se retrouver seule dans un lieu empreint de sérénité. Alors on retrouve des ressemblances assez frappantes avec les expériences de NDE, hein, les expériences de mort imminente, avec le tunnel, avec l'arrivée là-haut et l'accueil par des êtres supérieurs ou par de la famille. Tu déroules? Oui, c'est bon. Je vais Voilà. à la suivante. Donc la régression va nous permettre de rencontrer donc, nos guides spirituels et de communiquer avec eux. Le cas échéant également de nous reconnecter à notre âme. Ça permettra aussi de se libérer de la peur de la mort. Alors on se rend compte que là aussi, dans l'entre-deux-vie, on n'a pas accès à toutes les informations. Mais il y a comme un bilan qui est établi, hein, une revue de notre vie. Donc notre âme passe par un processus d'évaluation, de compréhension et de guérison. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Nous sommes aussi amenés ainsi à revivre certains conflits selon le point de vue de l'autre. Nous ressentons alors ce que l'autre a ressenti. Et je crois que c'est vrai que quand on a un conflit, ben, on a presque toujours raison et l'autre a toujours tort. Et c'est là-haut, on nous fait comprendre que l'autre, il a ressenti des choses aussi, il a peut-être été peiné. Voilà. Alors là-haut, tout est un. La personne est elle et les autres en même temps. Donc nous rencontrons également notre groupe d'âmes qui partagent notre mission avant de décider de notre retour sur Terre, puisque le but, c'est quand même de revenir sur Terre pour pouvoir à nouveau évoluer. Alors, on n'est pas obligé de revenir sur Terre pour une raison bien précise, mais il nous a donné des conseils, des orientations. En général, quand on revient sur Terre, c'est quand même bon pour un enrichissement de l'âme et pour évoluer, hein, c'est voilà, évoluer. Alors, pendant le processus d'incarnation, notre niveau d'énergie et de vibration diminue. Plus nous nous rapprochons de la Terre, et notre courage régresse à l'unisson. Des peurs peuvent alors envahir notre âme. Nous commençons à nous sentir abandonnés par nos âmes sœurs. Restez là-haut. Alors c'est vrai que chaque fois que j'ai fait des expériences avec des personnes, bah là-haut, c'est vraiment des très hautes fréquences vibratoires. Et on sent que quand l'âme redescend, bah, il y a des peurs qui arrivent, il y a des émotions négatives, voilà. Et on sent qu'il faut baisser aussi le taux vibratoire pour pouvoir retrouver le taux vibratoire de la Terre qui est beaucoup plus bas. D'où Hein. l'importance des vibrations. Alors, plus basse de la Terre et aussi du pays, parce que dans chaque pays, il y a un taux vibratoire différent. Et donc, hein, si par exemple, on est en Norvège ou si on est en Afghanistan, je pense qu'il n'y a pas le même taux vibratoire. Voilà. Donc, plus le pays est chahuté, plus c'est difficile. Donc après, après notre propre énergie donc baisse également, ouvrant la porte à des angoisses, abandon, rejet, injustice, trahison. Voilà, hein, Et oui, on va voir tout ça dans la consultation. En fait, c'est ces peurs-là et ces mots que tu viens d'employer qui se retrouvent dans la consultation de Fleur de Bac. Donc, vous voyez vraiment que
on n'a pas fait exprès aussi, on a été chercher quand même, mais que tout est vraiment très, très lié et qu'on est vraiment très complémentaires dans toutes ces thérapies. Je te Alors, c'est passe vrai la que, pardon. oui, je disais que lorsqu'on arrive aussi dans le ventre d'un maman, on récupère également ces énergies, hein, c'est que celles des ancêtres paternels et maternels. Voilà. Et aussi les fausses croyances, les blessures d'âme, les souffrances, les émotions. Et tout ça, c'est déjà bien lourd pour un petit être. Alors, j'ai Ah, deux remarques là, Christian, dans les chats. Ça ressemble beaucoup aux principes bouddhistes. oui. Alors là, je te laisserai répondre, mais y aura-t-il un replay, s'il vous plaît? Oui, si vous étiez peut-être pas là en début de conférence, Isabelle, mais l'UP va vous fournir un replay dans les 48 heures. Voilà. Tu veux l'autre diapo, peut-être? Oui, non, mais je voulais dire, oui, ça ressemble beaucoup au bouddhisme, parce que les bouddhistes sont également férus de réincarnation, quoi. Voilà. Hmm. Alors moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, oui, moi j'aime bien dans les vies antérieures arriver, refaire vivre la vie et faire vivre la mort également, parce que je me suis rendu compte que souvent, en faisant revivre la mort dans une vie antérieure, on crée un apaisement supplémentaire. Alors, autre question, Christian, je n'ai pas rencontré de Corinne, je n'ai pas rencontré mes guides spirituels lors de mes réincarnations. J'étais soit spectateur, soit acteur. A-t-on systématiquement un guide? Alors, on a systématiquement un ou plusieurs guides. Alors, lors d'une vie antérieure, une régression dans une vie antérieure, on ne les rencontre pas forcément. Par contre, c'est plus dans le travail de l'entre-deux-vie. Hein. Parce qu'en général, quand on fait les régressions dans les vies antérieures, on revit sa vie antérieure, mais ça s'arrête là. C'est seulement le travail dans l'entre-deux-vie. Alors, est-ce que c'est Corinne, c'est ça? Est-ce que Corinne a fait le travail d'entre-deux-vie? Alors, si Corinne veut bien répondre, je regarde si elle a entendu. Merci pour le replay, génial. Y aura-t-il un replay? Ok, merci. J'ai pas encore de réponse de Corinne, on va voir. Donc, est-ce Oui. que sur cette diapo, tu as d'autres choses à dire ou est-ce que j'avance? Non, là, après, je voulais dire que pendant la période fœtale, on va être associé aussi aux émotions de la maman, du papa, Oui, des proches, hein, et des nouvelles empreintes se gravent aussi dans nos cellules. Voilà. d'accord. Voilà. Alors ensuite, on va Non, passer, alors avant ce déroulement d'une séance non. en fleur de bac et en hypnose, s'il y a d'autres questions, et peut-être soit à Christian, soit à moi, on va essayer d'y répondre. On attend un petit peu si vous voulez chatter des choses avant de dérouler la séance. Tu m'as On est chanté dans une, les temps. tu m'as chanté une Ah, diapo. pardon. Ouais. Alors, excuse-moi, je reviens en arrière. Est-ce que c'est celle-ci? Voilà, ouais. Alors, je voulais dire, nos peurs de revenir sur Terre peuvent être si intenses que nous pouvons tenter d'abréger aussitôt l'affrontement de cette future vie en venant prématurément ou en naissant avec le cordon ombilical autour du cou. Un peu comme pour se suicider, quoi. Voilà. Alors parfois aussi également le fœtus essaie de retarder le moment de la naissance par manque de motivation. Et puis il y en a certaines âmes qui quittent le corps prestement, provoquant des fausses couches. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'âme reste attachée à la maman jusqu'à à la prochaine naissance. Oui, alors j'ai quelques réflexions là encore. On peut prendre les peurs et les émotions de nos parents à notre conception. Point d'interrogation, demande Isabelle. Actuellement, Corinne, elle est pas mal chamboulée dans ses vies. L'hypnose peut-elle se faire pour nos enfants? Et donc déjà, on est très anxieux. Voilà plusieurs réflexions. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Donc moi je travaille sur les enfants à partir de 7 ou 8 ans. Et c'est vrai aussi qu'on se rend compte que souvent, quand une maman est anxieuse, trop anxieuse, l'enfant est anxieux également. Donc déjà travailler sur, par exemple, la maman, le fait de l'apaiser, lui donner plus de sérénité, va avoir également une incidence sur l'enfant. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, donc n'hésitez pas à travailler sur les vies antérieures, mais également sur cette vie-ci, parce qu'il y a aussi pas mal d'émotions qui sont accrochées déjà à cette vie-ci. Hein, Ok, une autre question. Pardon, Christian?
Oui. Une Non, je dis, autre question de Jessica. Comment savoir à combien de vies nous sommes? Existe-t-il des moyens de protéger le fœtus de MC? Arrive-t-il qu'on sorte d'une séance d'hypnose encore plus anxieux que ce qu'on avait revécu ou vu par ce biais? Donc, tu as alors, plusieurs questions. le but d'une séance d'hypnose, moi, je laisse jamais partir euh, un patient, une patiente plus mal qu'elle n'est rentrée. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait un apaisement. Donc ça, c'est toujours primordial. Il faut prendre le temps qu'il faut s'il le faut. Mais le fait de revivre des vies antérieures, même si les émotions sont très fortes, la personne ressort, elle est apaisée. Ça lui fait vraiment du bien. Après, l'autre question, c'était quoi, Chantal? Est-ce qu'on sait à combien de vies comment savoir à combien de vies nous sommes? Ça, j'en sais rien. On n'en sait pas. Après, moi, je me suis rendu compte que quand on fait revivre des vies antérieures, il y a des vies qui sont, alors je vais dire intéressantes entre guillemets. Je pense qu'elles sont toutes nécessaires, mais il y a des vies qui sont plus riches que d'autres. Et donc, en général, quand je mets la personne sous hypnose, alors j'ai plusieurs techniques, hein. J'ai une technique où, en fin de compte, la personne me dit, tiens, j'ai fait un rêve là-dessus. On essaye de partir de ce rêve ou d'une impression, d'un rêve récurrent ou d'une impression récurrente. Après, j'ai la technique de la barque. Moi, j'aime bien mettre les personnes dans une barque à fond plat, si elles n'ont pas peur de l'eau. Donc, j'ai bien à fond plat sur une rivière un peu profonde. Et donc, je les fais remonter déjà le cours de cette vie-ci en s'arrêtant de ci, de là sur des moments heureux de cette vie-ci. Hein, je prends que des moments heureux et agréables. Et après, donc, je les emmène en disant maintenant, vous allez passer dessous un pont. Et quand on va ressortir de dessous ce pont, vous allez découvrir un autre lieu. Vous allez découvrir d'autres personnages, peut-être projetés dans une ville, dans un village que vous ne connaissez pas. Et ainsi de suite. Et après, donc la personne est dans la barque, elle passe dessous le pont. Et en général, quand la barque ressort dessous le pont, et puis que la personne fait partie des 80% susceptibles de revivre des vies antérieures, ben, quelquefois, la personne voit des personnages au bord de la rivière où elle est carrément projetée dans une ville, dans une guerre. Enfin, voilà, où moi, j'ai une personne qui a démarré une séance qui me disait ah, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Donc, je la questionne, je dis, tiens, vous êtes par une belle journée d'été. Elle me dit, non, il fait chaud, les gens me jettent des pierres. On a commencé la séance, elle était en train de cramer sur le bûcher. Voilà. Alors, autre question, y a-t-il des moyens de protéger le fœtus? Ben, je dirais oui avec toi également. C'est là, je dirais, l'impact aussi des fleurs de bac. Oui, tout à fait. Je Ouais, pense que les là, fleurs de bac là sont vraiment très indiquées chez la maman et même pendant la grossesse où on peut suivre l'émotionnel de la maman et donc par voie de conséquence l'émotionnel du fœtus, hein. je crois qu'on Euh, n'a pas conscience de l'impact de tout ça. Et c'est vrai que ça serait ouais, bien de conseiller aux mamans enceintes de protéger le fœtus, quoi. Ouais. tout à fait. Toutes ces consultations sont pas connues et ces moyens, on va dire, de médecine alternative, hein, les gens, on y vient petit à petit, mais il y a quand même encore beaucoup de réticences dans notre société. Et voilà, donc nous, on essaye de vous faire passer nos messages. On n'est pas là simplement, enfin, on veut pas entrer dans ni dans votre esprit, ni dans votre émotionnel et vous laisser vraiment libre de tout ce que vous pouvez penser ou dire. On est juste là en tant que thérapeute pour avoir fait des expériences enfin, je sais pas ce que tu en penses, Christian, tu diras après, des expériences et des ressentis qui font qu'on améliore la vie de certaines personnes et de leur bien-être. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et moi, je n'irai pas plus loin dans le ressenti ou spirituel ou émotionnel ici, hein. Donc après, si vous voulez en parler de façon beaucoup plus avancée, on restera à votre disposition. Il y a une autre question. Née en troisième après perte des deux premiers enfants, cela pourrait expliquer une anxiété généralisée de 57 ans avec peur phobique du malaise et de la mort. Donc, quand cette dame dit perte, elle dit décès, hein, Isabelle. Donc, évidemment, oui, je pense que tu vas répondre oui et que c'est très fort, ça, bien sûr, et que c'est peut-être à inventorier, hein. Mm. Mag dit c'est vrai, on comprend mieux, on a un début de réponse à nos souffrances. Et Cathy nous dit si on va plusieurs fois dans l'entre-deux-vie, reçoit-on des messages différents complémentaires? Oui, pour recevoir des messages tout à fait différents, ouais. Vivre ça totalement différemment. D'accord.
J'ai vu même d'un sujet à l'autre, les choses se passent pas forcément toujours de la même façon. Mais on a quand même toujours l'accueil, on a toujours quand même les êtres supérieurs, les guides spirituels, et quelquefois, assez souvent, les membres de la famille, mais pas toujours non plus. Bon. Mais en général, mais on ressent quand même là-haut une très forte vibration, voilà, et un apaisement. D'où la difficulté de se réincarner. Voilà. Tous les hypnotiseurs font revivre des vies antérieures, point d'interrogation, demande Fabienne. Pas tout le monde, parce que c'est une technique assez spéciale et il y a de très fortes émotions à gérer. Donc, je pense qu'on y vient progressivement avec l'expérience. Oui, tu liras dans les chats, si je puis me permettre, Isabelle, le récit d'Isabelle. Je pense qu'on ne peut pas détailler ici, et vous le comprendrez aisément, des cas perso. Je vois que vous détaillez un petit peu votre vie avec les décès dans votre vie et ce que vous ressentez là à l'heure actuelle. Je vous conseille quand même, si vraiment vous êtes intéressé, de nous recontacter et de peut-être voir personnellement ce qu'on peut vous répondre de façon plus appropriée. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors déjà, je vais poser une petite question à tous ceux qu'on a répondu. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce que c'était bien dans vos attentes avant qu'on passe à la consultation? Et puis peut-être à une petite surprise en fin de conférence. Je pense qu'on aura le temps. Donc encore un petit, est-ce qu'un diabète gestationnel peut être lié à l'émotionnel? Alors là, moi j'y répondrai, Marie, bonjour en tant qu'infirmière. Le diabète gestationnel, il y a tout un tas de pathologies et peut-être de symptomatologie derrière avec l'hypertension, avec les antécédents familiaux et tout ça. Donc effectivement, il peut y avoir une notion d'émotionnel à gérer dans ces causes d'hypertension ou de diabète. Et l'émotionnel peut être à traiter, effectivement. Hein. Donc, moi, je dirais oui, en tant que. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a tous les antécédents médicaux, familiaux, etc. Mais dans le diabète, il peut y avoir un facteur émotionnel également. Est-ce qu'on a répondu déjà à tous ces gens qui nous ont posé quelques questions ou est-ce qu'ils ont des compléments d'information avant qu'on passe à la suite? J'attends un petit peu vos chats et on pourra continuer. Christian, je ne sais pas, mais tu es en pause au niveau de ta caméra. Je ne te vois plus, mais c'est pas grave, je t'entends. Mais des fois, si tu me fais un signe, c'est plus pratique. Un signe, voilà. Non, tu ne me vois pas? Non, je te vois pas. C'est marqué en pause. Alors, je ne sais pas, on va peut-être se référer à Émilie. Émilie, coucou. Oui, je suis là. Écoute, moi je le vois bouger. Hein. Ah, bah moi, je ne le vois pas bouger. Bon, c'est pas grave, il ne veut pas se faire voir par moi, ça fait rien. On va faire avec. Je peux rajouter quelque chose aussi. J'ai fait pas mal de régressions, mais même dans cette vie ici, hein, dans la vie, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de nourrissons, quand ils sont séparés de leur maman pour des raisons médicales, vivent des émotions très, très fortes d'abandon. Donc, ça, c'est un élément marquant. Alors, si on peut éviter de laisser le nourrisson, si c'est possible, tout seul à l'hôpital, parce que là, il y a un véritable abandon et qui dure après hein, dans la vie, et avec après le besoin de reconnaissance. Parce que quand on se sent abandonné, on a le besoin de reconnaissance. Alors, je réponds encore, excuse-moi Christian, à quelques petits. Je peux vous contacter comment? Alors, vous envoyez Isabelle votre mail à Émilie et en fin de conférence, si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous aurez toutes nos références à nous avec notre téléphone pour l'un et pour l'autre et nos sites internet ou nos pages Facebook. Hein. Donc, vous pourrez nous contacter à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Cathy, cela donne envie de retourner explorer tout ça. Merci Cathy, merci pour vos réponses. Apparemment, ils sont contents de nos réponses. Donc, pour l'instant, on peut poursuivre. Alors, Christian, tu as une offre là que je vais transmettre à Émilie. Allez-vous effectuer des cours en septembre via l'UP? Alors, moi, je ne peux pas répondre et peut-être que tu répondras quand tu auras contacté. Ça a coupé ton micro. Dis-moi, la question c'est? Christian, allez-vous effectuer des cours en septembre via l'UP? Alors, pour l'instant, je ne fais que des conférences avec Népal, mais pourquoi pas? Si y a la demande. Pourquoi pas? Voilà.
On vous donnera une réponse plus tard, Célia. Est-ce Oui. qu'on peut faire de l'hypnose enceinte? Alors, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, l'hypnose qu'on va faire à une personne qui est enceinte, on va faire une hypnose douce, c'est-à-dire on ne va pas faire revivre des vies antérieures avec des émotions très fortes. D'accord. Il Donc y on peut a, faire un peu comme la pardon. sophrologie, une préparation à l'accouchement, mais on va pas, voilà, on va pas jouer non Oui, plus à l'apprenti sorcier, quoi. c'est un moment où on fait quand même attention, hein, voilà, même en fleur de bac. Ah oui. Quel est le mail de l'UP Émilie? Point d'interrogation. Donc, Émilie va transmettre à Célia, je pense, son mail, il n'y a aucun souci. Vous pouvez, voilà, c'est fait, hein, vous pouvez m'envoyer votre message en message privé ou par mail. Émilie, vous avez, Célia, pardon, vous avez la réponse, hein. On va peut-être poursuivre si on veut terminer. On s'excuse si on n'a pas répondu à tout le monde, mais vous pourrez nous joindre et on restera à votre dispo après. On va dérouler une petite séance, vous dire comment vite fait ça peut se passer en fleur de bac ou en hypnose. Donc pour toi, Pour moi, il y a un entretien préliminaire pour expliquer l'état hypnotique, ainsi que la méthode régressive utilisée, donc la technique de la barque. Alors de l'écran de cinéma, de temps en temps aussi, je fais réserver à la personne un petit cinéma rien que pour elle, et elle va rentrer, la personne va rentrer dans le cinéma, va s'installer à la place qui lui convient le mieux, le plus confortablement possible, et après, à un moment, le rideau s'ouvre et la personne commence à voir des images qu'elle ne connaît pas. Alors c'est ça, c'est amusant, c'est qu'en fin de compte, quand on fait revivre une vie antérieure, que la personne est visuelle, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'au départ, elle voit une personne, donc elle voit un groupe de personnes, qu'elle vient, il y a une personne qui m'attire un peu plus. Donc je dis, approchez-vous de la personne qui vous attire un peu plus. Hein, c'est quand elle est observatrice. Et en fin de compte, après un moment, c'est elle qui dit, mais cette personne, c'est moi. Elle ressent que c'est elle, quoi. Voilà. Donc c'est là, c'est tout le travail aussi de guider, mais pas de ne pas anticiper, de ne pas lui dire c'est vous. C'est à elle de découvrir que cette personne, c'est elle. Ou quelquefois, elle se ressent, elle dit tiens, j'ai des habits, je ne connais pas ces habits, j'ai dit regardez vos pieds pour voir les chaussures, les sandales. Voilà, hein, donc c'est vraiment une chouette expérience. Donc après, donc je vous dis la technique de la barre, comme j'ai dit tout à l'heure, la technique de l'écran de cinéma, ou bien on peut partir sur un souvenir récurrent. Et voilà. Après, à partir du moment où la personne fait partie des 80%, il n'y a aucun souci pour emmener une personne dans une vie antérieure et même dans l'entre-deux-vie. Donc la phase de régression par elle-même sous hypnose, en une séance de 90 minutes, voire même 60 minutes, si la personne est un bon sujet, on peut revivre alors une ou deux vies, c'est-à-dire qu'on va revivre les moments essentiels de la vie. Donc c'est là où également, parce que souvent, quand on va dans une vie antérieure, à un moment, le sujet est figé. Donc c'est à moi de faire évoluer. Alors j'ai attendez, on va vieillir d'une heure pour voir ce qui s'est passé, par exemple si c'est dans une guerre, où on va vieillir d'un an, de 2 ans, on va vieillir de 5 ans. Vous voyez, donc on avance comme ça. Par exemple, j'ai une dame qui, en 60 minutes, une fois, m'a été très, très sensible, a revécu 4 vies antérieures, quoi. Voilà. Mais souvent, la première vie qui arrive, c'est celle qui est la plus marquante. Il y a encore quelque chose à faire. Et après, donc, on fait un débriefing sur le déroulement de la séance, sachant que la personne le sujet se souvient de tout ce qui a été dit. Contrairement, quelquefois, parce que moi, j'ai une dame, une fois qui est arrivée, elle me dit, écoutez, dans une vie antérieure, j'étais Cléopâtre. Je dis, bon, c'est bien. Je dis, vous êtes vu en Cléopâtre? Elle m'a dit, non, c'est la voyante qui m'a dit que j'étais Cléopâtre. Je dis, oui, pour moi, c'est pas suffisant. Je dis, il faut se voir, se sentir, se ressentir. Et c'est quand même l'avantage avec l'hypnose, c'est que la personne se voit, se ressent, voilà, vit des émotions. Donc, elle sait que c'est elle, quoi. Voilà. c'est OK pour toi? Pour moi, c'est OK. Alors, en consultation de fleur de bac, on oriente souvent l'écoute autour des 5 blessures. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un livre, c'est des études de Lise Bourbon qu'on utilise beaucoup en fleur de bac pour ceux que ça intéresse, qui viennent harmoniser les blessures. Donc, je redis que les fleurs de bac ne traitent pas les maladies, hein, mais viennent seulement équilibrer un état émotionnel. Ce qui n'empêche et ne remplace en aucun cas un traitement ou un rendez-vous avec un médecin, un psychologue ou un psychothérapeute, bien sûr. On peut être complémentaire de toute cette médecine-là aussi.
On va donc travailler en fleur de bac sur les 5 blessures qu'a étudié Lise Bourbon, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. C'est ce que disait un petit peu Christian tout à l'heure, dans ces émotions qui peuvent apparaître au cours aussi de séances sur les vies antérieures. Donc, quand la personne souffre de rejet, là, je vous donne simplement en 1 ou 2 diapositives quelques fleurs qui peuvent être utilisées dans ces moments-là. Mais chaque consultation est personnalisée et chaque personne va ressentir des choses différentes. Et bien sûr, on adaptera la fleur à l'émotion. Donc, quand une personne souffre de rejet, elle tenterait souvent par tous les moyens, conscients ou inconscients, de fuir la réalité, de fuir son corps. C'est très important dans l'étude des vies antérieures. Hein, très souvent, ils ont l'impression de fuir leur corps aussi. Donc, l'hématisme pourra aider à la reconnecter ici et maintenant, parce qu'on va voir que on travaille dans le présent, dans le passé, dans le futur, hein, avec les fleurs de bac et l'hypnose. Et que l'hématisme est une fleur très importante dans cet espace-temps. La personne souffrant d'abandon demandera constamment de l'attention, des avis, du soutien. Donc, Serato est une fleur qui peut aider à renouer avec sa certitude intérieure et son intuition. Donc là aussi, c'est très important quand on travaille sur les vies antérieures, de laisser parler son intuition quelquefois et sa certitude intérieure. La personne souffrant d'humiliation, souvent c'est des personnes qui ont honte d'elles-mêmes au regard des autres, qui ont subi des choses difficiles dans des vies autres ou dans leur enfance, ou voilà. Et Crab Apple pourra l'amener à l'acceptation d'elle-même et de son corps. Donc ça peut être important aussi pour la suite. Hein. Les personnes souffrant de trahison, elles se montrent souvent impatientes. On est trahi, donc on veut arriver à quelque chose de meilleur, mais avec beaucoup d'impatience souvent. Donc la fleur impatience va apporter de la patience et le calme intérieur, qui va permettre de gérer l'avenir aussi d'une façon meilleure. Et puis, on est souvent, quand on est impatient, on est souvent intolérant parce qu'on veut aussi que les autres aillent à votre rythme, fassent les mêmes choses de la même façon. Donc, Beach est une fleur qui va amener vers la tolérance, la compréhension et l'indulgence. Ça marche aussi pas mal quand on travaille sur ce genre de choses en vie antérieure. Et puis, des personnes qui souffrent bien sûr d'injustice. Souvent, elles sont rigides avec elles-mêmes et très perfectionnistes parce qu'elles veulent absolument pas répéter certaines choses qui se sont faites aussi avant. Et donc, Rockwater va amener de la souplesse tout en gardant une détermination, mais va leur amener beaucoup de souplesse dans leur façon de voir les choses peut-être et donc améliorer leur vie aussi. Et Agrimony aussi, qui permettra d'être plus sincère avec elles-mêmes et d'être plus authentiques parce qu'elles ont tendance souvent à ne pas admettre, à ne pas vouloir admettre qu'elles sont en difficulté ou qu'il y a des choses, des changements à faire à l'intérieur d'elles-mêmes ou avec les autres. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions encore à ce niveau-là? Je vais jeter un petit coup d'œil sur le chat. Bonjour, alors il m'a pas répondu. Busson, oui, voilà, j'ai vécu une vie antérieure dans une séance et j'ai compris, et ce qui me poursuit encore dans ma vie, mais j'ai des explications maintenant. Bah, parfait, Max, si vous avez des explications par rapport à déjà ce qu'on vous a dit là, c'est très gentil ce retour, merci à vous. Ça peut vous permettre de peut-être comprendre effectivement ce que vous avez vécu dans une vie antérieure. Pardon. Oui, vas-y. Et de pouvoir évoluer, je disais, de comprendre et d'évoluer, d'être apaisé aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, la complémentarité, on arrive presque à la fin de cette présentation. Les fleurs, c'est notre boussole intérieure hein, qui va nous rediriger sur le présent, sur notre histoire, sur le bonheur d'exister, de danser nos vies. J'aime beaucoup avec la photo des roses et des fleurs et de la musique. Je trouve que c'est une très belle expression de dire que les fleurs nous font danser dans nos vies. Quand on danse et quand on est dans une vie active mais heureuse, on a un bonheur d'exister. Nos inquiétudes et nos angoisses viennent du futur ou du passé. Donc, on a fait une conclusion, nous, qui nous correspondait aussi un petit peu, et sur, d'une part, notre expérience aussi. Hein. Moi, j'ai quand même 30 ans aussi d'infirmière derrière moi, comme Christian a 30 ans d'hypnose derrière lui. Donc, ces fleurs et cette hypnose s'appliquent à cultiver les fleurs, le présent, en apprécier la saveur intense et éphémère, et délivre des scénarios effrayants qui peuvent nous hanter, mais les fleurs sont toujours là pour nous guider et nous aider. Et l'hypnose va amplifier ce travail. Donc, les émotions, on sera au plus proche du corps causal. Donc, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette complémentarité? Non, parce que pour l'instant,
pour l'instant, ça fonctionne très bien ensemble. Donc, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en général, quand on fait des conférences en présentiel, bah, à la fin, moi, je prends toujours un sujet Bien sûr. involontaire et que je mets sous hypnose et qui nous livre en direct une vie antérieure. Et c'est toujours intéressant. Bon, là, je dirais C'est que plus derrière facile. l'écran, Voilà. Mm. voilà, derrière l'écran, on ne peut pas le faire. C'est un peu dommage, quoi. Hein, J'entends c'est bien. On a tenté quand même de vous faire, vous nous direz ce que vous en pensez, de vous faire cette conférence sans qu'il y ait effectivement les démonstrations de Christian qui, on est très complémentaires et c'est vrai qu'en conférence, on se fait juste un geste, un coup d'œil, on sait ce qui se passe et on sait ce qui va se dire. C'est plus difficile en vidéo, mais j'espère qu'on vous a fait passer ce message-là quand même. Euh, et on va juste terminer et puis il y aura peut-être une petite surprise comme on a un petit peu le temps. Si vous êtes intéressé, Christian vous fera un petit exercice. Donc, je vous laisse lire les deux petits mots de conclusion. Je suis absolument convaincue que la vie a son origine dans la mort et que les âmes des défunts continuent à vivre. Ça, c'est Socrate qui disait ça. Donc, juste une petite réflexion. Et puis, j'aime beaucoup Bhagavad Gita. C'est c'est des écrits fondamentaux de l'hindouisme comme ou de la culture indienne. Hein. Donc, de même que l'âme incarnée passe de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse, de même, analogiquement parlant, l'âme change de corps et passe dans un autre. Donc, juste en réflexion, on trouvait que ces deux conclusions étaient très appropriées pour cette conférence. Et je vous laisse méditer sur cette conclusion écrite pendant que je regarde un tout petit peu les chats. Les fleurs de bac, ça travaille sur le présent, mais aussi sur le passé, mais dans ce sens-là, on va dire. L'hypnose travaille sur le passé, mais aussi sur le présent. Alors plutôt, quand on parle des vies antérieures, et si tu es d'accord, Christian, et de l'entre-deux-vie, on met le passé en premier. Et puis les deux réunis vont construire notre futur. Donc je pense voilà. que réfléchir. Hein. Il m'a fallu plusieurs vies antérieures pour comprendre. Je suis plus sereine depuis peu. Merci de prendre d'accord. J'ai vécu une vie antérieure. Donc, c'est plus là que ce que vous nous mettez. Je vous en remercie des constatations et des choses que vous avez vécues, vous, par vous-même, ce qui est toujours très intéressant. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à nous préciser ou à nous dire sur cette conférence? Je vais vous laisser profiter d'un moment ludique d'hypnose à distance, si vous êtes d'accord, bien sûr. Alors, est-ce que le docteur Bach parlait des vies antérieures? Ah voilà, c'est la question que me posait. Oui, il parlait pas directement des vies antérieures, mais il parlait comme sur la diapositive. Je ne sais pas si vous étiez là, Busson, excusez-moi si c'est votre prénom, votre nom, si je dis mal quelque chose, mais il parlait de la relation entre l'âme, le corps et le corps causal. Donc les trois reliés, il faisait un lien effectivement. Il était médecin homéopathe et assez mystique également. Et il a une donnée spirituelle, le docteur Bach, que je n'ai pas pu aborder ici, mais que quand on connaît bien les fleurs et quand on a fait une formation de conseillère agréée, on appréhende effectivement. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans cette conférence sur ce genre de propos, mais les fleurs de bac ont un aspect spirituel et émotionnel assez pointu. Oui, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, je vais faire un complément avec les fleurs de bac avec grand plaisir. Corinne, je vous recevrai si vous avez envie. Merci de cette conférence. Merci à vous deux pour cette conférence. Super conférence. Oui, j'ai lu son livre. Merci. Donc, Busson me répond. C'est parfait. Voilà, Le livre Les Vigigognes. directeurs, hein, si vous voulez lire le livre du docteur Bach, effectivement, ça peut aller très, très loin. Oui, Christian, excuse-moi. Oui, je voulais dire aussi que j'avais écrit un livre sur la régression dans les vies antérieures qui s'appelle Les Vigigognes. Il est épuisé, mais je sais que dans le temps, ça se revend sur eBay ou sur Amazon. Donc, ça s'appelle Les Vigigognes ou Chronique d'un voyage temporel sous hypnose. Donc, c'est le livre que j'avais écrit il y a quelques années sur la régression dans les vies antérieures. Voilà. Voilà, ça peut vous donner encore un point d'appui sur les vies antérieures supplémentaires.
Alors moi, j'ai pas écrit de livre avec les fleurs de Bach, mais le docteur Bach en a écrit. On a écrit des tonnes. Par contre, en fleurs de Bach, je peux vous conseiller si vous en avez envie. Donc, on va te laisser parler. Est-ce que tout le monde est d'accord pour assister à ce petit moment? Est-ce qu'il y a plus d'autres questions? On a une dizaine de minutes et on peut peut-être le faire, Christian, si ça te convient, sur 5-7 minutes. Est-ce que ça te va? Oui, c'est-à-dire que Alors, je peux pas. C'est-à-dire que par rapport au Ah, pardon, présentiel. Émilie voulait dire quelque chose. Oui. pardon, je voulais juste dire que du coup, je vais couper l'enregistrement du replay à ce moment-là, et comme ça, vous pourrez poursuivre Oui, tranquillement. d'accord. D'accord, Merci. Émilie, merci. Merci, Émilie. Oui, donc je disais que voilà, comme